Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico. Aujourd'hui, avec cette vidéo, on va continuer l'exploration de la collection de d'autres collectionneurs. Vous savez que j'ai commencé à aller rencontrer des collectionneurs de Québec. Je vais aussi aller durant le courant de l'été à l'extérieur de Québec, à Montréal, entre autres, rencontrer des gros collectionneurs de films, des gens qui collectionnent de la VHS, des DVD, Blu-ray, 4K, mettez-en. En tout cas, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, j'ai été rencontrer un collectionneur de Laserdisc. C'est un format qu'on voit presque plus aujourd'hui. C'est un format qui a été très populaire dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Mais à un moment donné, avec l'arrivée du DVD, on a vu ce format-là littéralement disparaître. Mais il y a encore, parmi la communauté des collectionneurs de films, certaines personnes qui sont encore des amoureux de ce vieux format. J'en fais partie, j'ai aussi une collection de Laserdisc, mais aujourd'hui, je vais rencontrer Hugo Martin, qui est un des plus gros collectionneurs de Laserdisc à Québec. Il a une super belle collection et dans un petit instant au Ciné-Club de Rico, on va la découvrir ensemble. Restez là! T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? OnRegardeUnFilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, OnRegardeUnFilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. OnRegardeUnFilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Alors, pour cet nouvel épisode de Montre-moi ta collection, je suis avec Hugo Martin, qui est un collectionneur particulier de Québec. Il collectionne les films comme tous les collectionneurs que je suis allé voir, mais un format qui est, disons, qui est moins courant. Tu collectionnes un Laserdisc. Oui, exactement. Puis, peux-tu nous dire un peu, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas le Laserdisc, nous parler un petit peu de l'historique de ce format-là? Ah oui, le Laserdisc, ça a commencé, je dirais, au milieu des années 70. Dans les premiers Laserdisc qu'il y a eu, c'est le DiscoVision qui était sorti en 1978, que les gens ont pu commencer à acheter les disques avant même la VHS. Mais ça a pris plusieurs années avant que le format devienne le Laserdisc qu'on connaît. Il y a eu, je pense, est-ce que le format s'est appelé, je pense qu'à un moment donné, ça s'appelait le Laservision? Il y a eu ça oui. à un moment donné? C'est devenu le Laserdisc après? Ben, ça, c'était popularisé je dirais, au milieu des années 80. C'est ça, les gens, là, au début, je pense que ça s'appelait Laservision, puis après, ils ont commencé à sortir. Ben, le format est devenu le Laserdisc. Okay. Fait que je dirais que c'est au milieu des années 80. Moi, je me souviens, là, dans les années... moi, je collectionnais la VHS parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une collection Laserdisc au départ quand je collectionnais. Moi, j'ai été d'abord et avant tout un collectionneur de VHS. Les premières collections qu'on avait, c'était des films qu'on enregistrait à la télévision. On prenait nos magnétoscopes, on enregistrait des films à super écran. C'est comme ça un peu qu'on a fait notre cinéphilie. Le Laserdisc avait ce côté-là qu'on ne pouvait pas enregistrer dessus. Un film qui était... c'est ça. On ne pouvait pas enregistrer. C'est peut-être une des raisons pourquoi le Laserdisc a disparu, parce que les gens avec le VHS et le bêta pouvaient enregistrer tous les programmes qu'ils voulaient. Aussi, le problème du Laserdisc, c'est que
un lecteur pouvait coûter jusqu'à 1000, 2000 $. Oui, oui, c'était cher, c'était cher. Les disques. Les films valaient... j'ai des films qui ont encore les prix dessus, ça peut monter jusqu'à 75, 85 $. Ah oui, oui, Ouais, écoute, c'était... Moi, je me souviens que c'était comment on dit, les privilégiés qui avaient des lecteurs Laserdisc. J'avais un ami, moi, qui en avait un. Puis écoute, j'étais jaloux. Ce qui était particulier aussi du Laserdisc à l'époque, ça a été un des premiers formats que les réalisateurs ont vraiment approuvé parce que dans la plupart des parutions des disques, on respectait le cadrage du tournage du film. Oui, c'est vrai, exactement. Le format widescreen qu'on connaît pas mal tout maintenant aujourd'hui, au début, les gens savaient pas c'était quoi avec la VHS et la bêta. Même que je me souviens d'avoir lu une anecdote sur Ghostbusters 2 qui était sorti en VHS. Widescreen. Puis les gens retournaient la cassette au club vidéo parce qu'il y avait des barres en haut et en bas. Ils pensaient qu'elle était défectueuse. Ils pensaient que la cassette était défectueuse. Fait qu'au début, le format était vraiment pas... Non, parce que les télévisions cathodiques étaient faites, l'image était carrée. Oui, Puis exactement. on devait, pour faire fitter une image cinéma qui était rectangulaire, on devait procéder par un système qui s'appelait le pan and scan. Oui, c'est Où ça. artificiellement, on se promenait dans l'image. Mais moi, j'ai certaines VHS parce que j'en collectionne encore, puis on comprend rien de ce qui se passe dans l'image parce qu'on avait soit mal fait le pan and scan, Ouais. ça devenait incompréhensible l'image. Oui, oui, c'est ça, exactement. Puis avec le Laserdisc, ça a comme démocratisé la technologie, ben Le ratio. Le ratio, exactement. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, ben, c'est sûr qu'après le DVD qui a vraiment embarqué, mais sinon, c'était un premier format à offrir du letterbox widescreen. Puis toi, ça a commencé comment cette passion-là du Laserdisc? Comment tu as commencé à collectionner? Ben, je me souviens, j'étais dans un magasin à Toronto, Sam Recordman. Oui, Sam, oui, j'ai bien compris. Le gros Sam, puis Oui, j'avais vu une section Laserdisc, je me disais, bon, ils vendent des vinyles. Mais non, là, j'ai commencé C'est des films. à regarder, puis le gars m'expliquait que c'était vraiment des films sur un gros CD. Fait que je me suis comme... C'était-tu beau, hein, les pochettes? Ah oui, les pochettes sont super belles. C'est magnifique, puis, on va les voir tantôt. Hein. Puis ben, c'est ça, c'est à partir de là. Puis là, j'ai commencé à collectionner ça il y a peut-être 12-13 ans, un par un. Puis des fois, j'en trouvais peut-être plusieurs à la fois, mais c'est vrai que c'est difficile à trouver. En quelle année, à peu près, tu dirais, que tu as commencé ta collection? Ah, j'ai commencé en 2012 à peu près, Ok. 2013. Ouais. Fait que, disons que dans la grosse période du Laserdisc, tu n'en avais pas chez vous, tout ça. Tu as commencé vraiment alors que le format était éteint. Qu'est-ce qui t'attire dans ce format-là? Parce que il y a une chose qu'il faut dire aux gens, c'est que le Laserdisc, il y a eu, je pense qu'il y a eu le CLV, il y a eu le CAV. CAV, ouais. Ouais. On peut pas mettre un film au complet sur une surface. Non, exactement. Le Laserdisc, le principe, c'est que on peut mettre à peu près 45 minutes, 1 heure sur un côté. Fait que si on regarde un film vraiment long comme Ben-Hur, ben, il va peut-être falloir changer le disque 4-5 fois avant de finir le film. Puis c'est ça, j'ai un film là, qui dure assez longtemps, je pense que c'est... comment ça s'appelle? Alors, en tout cas, on va le voir tantôt. On va le voir tantôt, hein, Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, il y avait ce côté-là qu'il fallait des fois changer le disque. Il y avait des lecteurs qui avaient l'auto-reverse, que tu pouvais... Oui, on pouvait faire l'auto-reverse. C'est rendu un peu comme en tant que collectionneur. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui collectionnent encore la VHS, mais le Laserdisc, tu t'en trouves pas. T'en trouves pas de même. Faut que tu cherches sur Internet, sur eBay. C'est-tu compliqué? T'en achètes-tu encore beaucoup? Ah, ben, à l'occasion, comme moi et un de mes amis, on en a trouvé il y a pas longtemps. Une madame a vendu ses films en Laserdisc. Je pense que son mari était décédé. OK. Puis il avait laissé sa collection. Elle savait pas c'était quoi, évidemment. Fait qu'elle voulait s'en débarrasser. Fait que t'as réussi à mettre la main sur un bon lot, un bon deal. Oui, c'est ça, un pas pire deal. Là. Ouais. Bon, excellent. Fait que sans plus tarder, on va aller découvrir la collection de Hugo Martin. Vous allez voir c'est quoi le Laserdisc. Vous allez voir des super belles pochettes. Vous allez voir, on va faire un retour dans le temps. Vous allez voir l'objet qui me faisait saliver dans ces années-là quand je collectionnais la VHS. Je me souviens qu'une des choses qui était particulière, puis on le faisait, mon ami qui avait un lecteur Laserdisc, on écoutait entre autres Indiana Jones, puis on faisait
image par image, puis c'était clean. Oui, ben oui, ben oui. C'était clean. Ben oui. Ça a été... on pourrait terminer là-dessus dans notre conversation de début d'émission en disant que c'était avant que le DVD arrive et que le Blu-ray et tout ça, ça a été le format qui était le plus performant. Ben c'est ça. Aux États-Unis, ça a vraiment très bien marché, le format, parce que les films étaient en anglais. En Asie aussi. En Asie, au Japon, ça a super bien marché, mais à d'autres endroits comme au Québec, on n'entendait pas parler. C'était juste des films en anglais. Oui, c'est ça. C'est le fait que les films n'étaient pas traduits. Je sais qu'en France, en Europe, ils ont eu, eux autres, certaines parutions. Ils ont eu, durant la grande période du Laserdisc, des compagnies qui faisaient des films en version française, mais on n'avait pas les deux. Il fallait choisir. Ouais, nous, en Amérique du Nord, on avait les versions anglaises. Exact. Donc, on s'en va tout de suite découvrir la collection de Hugo Martin. On va avoir du fun. Alors, on arrive dans ta collection, mon cher ami. Je vois ici sur le mur des Laserdiscs encadrés, dédicacés. On va commencer par celui-là qui est particulier parce que Val Kilmer est décédé récemment. Là, ça va valoir une jolie fortune parce qu'il est dédicacé par Val Kilmer. Ouais, je sais pas combien ça vaut, mais ouais, c'est vrai, il était autographié par Val Kilmer que j'avais rencontré à Montréal pendant une convention. Puis je me souviens que là, il avait eu son cancer, fait qu'il pouvait pas vraiment parler. OK. Mais par contre, quand j'ai montré le film en Laserdisc, en tout cas, ses yeux sont vraiment venus gros. Ah ouais? Ben oui. Puis, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, que les gens font signer un film dans ce format-là. Non. Il doit y avoir beaucoup de cassettes vidéo puis de DVD, mais Laserdisc, il est magnifique, hein, faut le dire. Regardez-moi ça. Laser Video Disc. Alors, ici, on a Harrison Ford, mais c'est pas lui qui a signé. Non, c'est pas lui. C'est le méchant du film. On le voit ici. On voit la photo. Eternal life, Dr. Jones. The gift of youth to whoever drinks from the Grail. Now, that's a bedtime story I'd like to wake up to. Celui qui faisait Donovan dans le film Indiana Jones and the Last Crusade avec Hugo. Ouais. Puis mes deux meilleurs amis. Hein? Tes deux meilleurs amis. Ça, c'était lors d'une convention aussi. Exactement. C'était où, ça? Ça, c'était à Montréal, en 2018, je me souviens bien. Ah, cool. Ouais. Puis, justement, ce monsieur-là, c'est complètement le contraire de son personnage dans le film. Il est vraiment super gentil, attentionné. Lui, il a joué dans James Bond, il a joué dans Star Wars, il a joué dans tous les gros films, Indiana Jones, évidemment. Ah, c'est le fun, c'est une méchante belle pièce de collection. Vous voyez déjà, hein, c'est comme un micro-sillon, c'est la même grosseur. Et moi, c'est Indiana Jones, ça fait partie... J'imagine, comme t'es de ma génération, ça doit faire partie de tes films préférés. Ah, exactement, c'est les... je parle des trois premiers, hein. C'est vraiment dans mes films préférés. Ah ouais, moi, je les aime pratiquement égal. C'est sûr qu'il y a L'Arche perdue, puis La Dernière Croisade. J'avais vu La Dernière Croisade au cinéma quand j'étais petit, puis ça m'avait... C'est à partir de ce film-là, je pense que j'ai vraiment commencé à aimer les films. Ouais, c'est le film qui t'a vraiment fait c'est ça, exact. Aimer le cinéma. OK, on va regarder un petit peu ta collection ici. Le principal de ta collection
Et là-dedans, il doit y avoir, 200-300 films? Ouais, là-dedans? c'est ça, à peu près 300. Ouais, good. Fait qu'on va se pencher, on va Ouais. avoir mal aux genoux Ben un peu oui, pour ben vous. oui. Ici, on voit sur le dessus Terminator 2, Judgment Day, qui a été autographié par, dis-nous qui? Robert Patrick. Oh, le T-1000 en personne. Le T-1000 en personne. Je pense que tu as une photo Puis, ouais, c'est ça, une photo. avec Robert Patrick. Exactement. Ça date de... Ça date de 2020, je pense. Ça Ah, va ouais. faire 3. Non, ça date de 2022. Ouais, Je trouve que Robert Patrick a toujours gardé un peu l'aspect robotique, je trouve. Ouais. il a l'air d'un robot encore. Encore là, dans la vraie vie, C'est un gars, ça a l'air qui est bien sympathique. Vraiment super sympathique. Ah ouais. Ah ouais. Good, good, good. OK. Fait que ici, on voit Catch the Laser News Ben oui. and Laser View. Il y avait ça dans un film que j'ai acheté, j'ai décidé de le conserver. Ben oui, c'est le fun. C'est des artefacts de l'époque. Yes. OK, on y va. On regarde un petit peu Bon, la collection. OK. Les affaires qui t'ont marqué. Les coups de cœur, d'accord. Bon, commencer par Abyss. Ah oui, The Abyss, oui. C'est un... Là, Version... le theatrical version, la version Qui est sortie au d'origine, cinéma, au cinéma. Et la version longue avec, je crois, une trentaine de minutes supplémentaires. oui, puis dans le cas de la version longue de The Abyss, je pense que ça vaut la peine. Moi, des fois, les versions longues, j'aime moins les versions longues, mais je trouve que The Abyss, ça ajoute beaucoup au film, les ajouts qui ont été faits. Est-ce Ouais. que tu serais d'accord avec ça? Oh, oui, absolument. La fin, surtout. Oui, oui, la fin. Est vraiment bonne. La trilogie Retour vers le Ben futur. oui, trilogie Retour vers le futur. On va mettre le 3 dernier, le 2 et le premier. Évidemment, le premier va toujours rester spécial. D'ailleurs, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. J'avais Ouais. peut-être 5 ans, 4-5 ans à l'époque. Oui, oui, mais on se rappelle tous de Retour vers le Oh, oui, futur. Moi, exactement. je l'avais vu aussi au cinéma plusieurs fois quand l'année que c'était sorti, l'été que c'était sorti. Puis, je me souviens qu'à cette époque-là, c'était pas un film, c'était toujours deux films au Oui, cinéma. ben c'est ça, exactement. Le premier film, c'était Breakfast Club. T'avais vu Breakfast Club avec Breakfast Retour vers le Club, futur? Puis après, c'était Retour vers le futur. Hey, c'est un méchant bon programme Ah, ben d'autres, oui, ça. c'est un bon Tu peux pas demander mieux, ben. Ouais. Breakfast Club, qui ont célébré leurs 40 ans dernièrement, il y a eu une réunion je pense, dans une convention à Chicago. Il y avait tous les membres du Breakfast Club qui étaient réunis. Il y avait Emilio Estevez qui avait rien voulu savoir pendant des années. Oui, il allait là, il était là. Ouais, Et en tout cas, c'était émouvant de les revoir, toute la gang ensemble. Retour vers le futur 2, évidemment, avec l'Almanach des sports. Ça, c'est une bonne suite quand même. Ben, Retour vers le futur 2. pour moi, Retour vers le futur, c'est rare que les 3 films sont vraiment bons. Je peux pas rien dire. Je peux pas Non. dire qu'il y a un mauvais film dans la... On peut dire peut-être que le premier est une petite coche au-dessus des deux autres, Ouais. dans le sens que le premier, s'écoute tout seul. Même si t'as pas vu les autres, tu t'avais juste vu le premier, Mhm. c'est correct. tu sais. Ouais. Mais c'est deux bonnes suites, là. C'est difficile Les étoiles étaient bien alignées pour cette série-là. On pense au cast. Ouais. On pense la réalisation est parfaite. Ah, vraiment. Le scénario, puis la musique. La musique d'Alan Silvestri. Alan Silvestri. Qui est impeccable. C'est vraiment super qu'il ait tourné le 2 et le 3 en même temps. Oui, parce que sont dans une véritable continuité. Là. Puis le troisième, d'avoir pensé de faire un hommage au western en même temps. Ah ouais, non, Ouais. c'est vraiment... Ok. La relation avec Clara, hein, Ouais, c'était vraiment super. Ah non, c'était le fun. OK, là, on y va dans le cinéma fantastique, un peu horreur, donc Poltergeist 1 et 2. They're here. Ah oui, je me souviens de ça. Poltergeist, le premier, je l'avais vu à la télévision. Le deuxième, je l'avais vu au cinéma. Toi, j'imagine que tu les as découverts en vidéo. Oui, ben moi, j'ai vu ça, j'avais peut-être 6 ans. Ouais. C'était pas une bonne idée non plus de regarder ça à 6 ans. Là, ça a l'air d'être un coffret. C'est quoi, ça s'ouvre? Oui, c'est ça, c'est un coffret. OK. OK, c'est les disques. Juste les disques ouais. dedans. C'est ça, je vais mettre ça ici en attendant. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un Laserdisc, dans le fond. J'ai pas encore... cette grosseur-là. Puis, il y a des images des deux côtés. C'est un format analogique, on va le dire. C'est un peu comme un micro-sillon. Il y a des images imprimées dessus. Mais sur le lecteur, c'est un lecteur optique qui lit l'image. Donc, ça préserve la qualité du format. Ouais. Donc, le deuxième film, Le deuxième Poltergeist film, 2.
Il y a eu beaucoup de critiques sur ce film-là, mais je vais toujours défendre cette suite-là, justement, parce que c'est les mêmes acteurs qui reviennent. Ouais. Puis que je pense que le méchant le plus terrifiant que j'ai jamais vu dans aucun film. Le monsieur avec qui a l'air d'un croque-mort avec le chapeau noir. Exactement. Il est vraiment terrifiant. Exactement. Puis je pense que j'ai fait des cauchemars à n'en plus finir à cause de ce gars-là. Moi, j'ai été marqué par la scène où le papa, il sort comme une genre de bébite là, de la bouche, là, à un moment donné. Oui. Ah non, moi, j'avais vraiment aimé la suite de Poltergeist. Je comprends pas, moi non plus, pourquoi des gens ont dit que c'était pas bon. OK, le troisième était moins bon. Le 3 est vraiment pas bon. Mais les deux premiers, c'est solide, là. C'est vraiment c'est vraiment une bonne suite du premier film. Oui, exactement. Ouais, ça ici, un autre de mes films préférés. Robocop! Je pense que t'es pas tout seul à avoir c'est trippé ça. sur ce film-là. Ça, c'est l'édition Criterion. Criterion. Ouais. J'ai vraiment... c'est un autre film que j'ai vu au cinéma à un très jeune âge. Puis, j'ai été traumatisé quand j'ai vu ça au cinéma. Ah oui, c'est ça. Puis j'ai vraiment... c'est un film qui m'a vraiment marqué. Puis en le revoyant plus tard, je me suis rendu compte, voyons, ça a donc bien super bien vieilli. Ben oui. Ça a pas pris une ride, c'est encore excellent. C'est réalisé par Paul Verhoeven, qui est probablement... qui a pas fait de mauvais film dans sa carrière. Non, il a pas fait beaucoup de mauvais films. Total Recall, Basic Instinct. Ouais. Plus récemment, Benedetta. Benedetta, c'était excellent aussi. Écoute, c'était un réalisateur allergique aux mauvais films. Exactement. Et Robocop, moi, je me souviens que j'étais allé au cinéma, puis la première fois, j'avais même pas été capable de rester dans la salle pour finir le film. Quand le flic se fait descendre, là, puis les bras arrachent, puis tout, j'étais venu mal. J'avais dit à mon père, faut qu'on sorte de la salle, je suis plus capable. Je l'avais revu après en VHS, puis là, j'avais trippé. Mais la première écoute, j'avais comme été vachement traumatisé. Ouais, c'était assez violent. Très violent, même. Ouais. On peut dire peut-être un mot sur la collection Criterion qui, eux autres, avec les Laserdiscs, ça a été peut-être les premiers à exploiter vraiment le format à fond. C'est-à-dire de mettre des bonus sur les disques, de mettre des fois même une piste de commentaires, parce que tu pouvais, sur les Laserdiscs à l'époque, il y avait différentes tracks audio. Ouais. Ça a été les premiers à profiter de ces capacités-là du format. Oui, c'est les premiers commentaires des réalisateurs, souvent, c'était à travers la collection Criterion. Ouais. T'en as-tu quelques-uns dans la collection Criterion? Oui, il faudrait juste que... Vas-y à ton beat. Oui. Criterion. Je vois ici, dans ta collection, que tu as 2001, Odyssée de l'espace. Oui. Ça, c'est évidemment un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Oui. Hey, c'est une méchante belle édition, ça, en plus. Oui, la oui, 25e anniversaire. C'est un peu comme Poltergeist, ça s'ouvre 2001, c'est de avec un livret. Wow, un beau livret à l'intérieur. Ouais, c'est magnifique. Plusieurs disques, évidemment, pour ce film-là. Oui, je pense deux ou trois. C'est vraiment un film qui est... J'essaie de trouver une erreur dans ce film-là, j'en ai jamais trouvé. Ah non, mais on parle de Kubrick, là, un des réalisateurs les plus perfectionnistes. Un film pas de... parfait. Sur le plan technique, c'est vraiment, j'ai rien à dire. Oh oui, c'est impressionnant encore aujourd'hui quand on le regarde. Ah oui, vraiment. Un film qui est jamais sorti sur DVD ou Blu-ray, en tout cas, à ma connaissance, en Amérique du Nord, c'est 14,92. Ouais, moi j'ai une version européenne de ça en Blu-ray, mais oui, 14,92, en effet, c'est un film qui n'a pas eu une grosse parution. Ça raconte l'histoire de Christophe Colomb. Ouais. Tu sais qu'il y avait eu deux films. Ouais, il y a eu un autre film qui est vraiment un navet. Hein? Oui, avec Tom Selleck qui fait le roi d'Angleterre. Oui, c'est le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, ouais. Puis ils ont sorti les deux films pour le 500e anniversaire, je pense, en concurrence. Mais clairement, lui, c'était vraiment le meilleur film. Puis c'est réalisé par Ridley Scott en plus. Fait que c'est... Ouais. Ah non, écoute, il y avait des belles images dans ce film-là. Ouais. Tu sais que l'affaire un peu de 1492, c'est que Depardieu maîtrisait pas bien l'anglais quand il a fait le film. Ouais. Fait que c'est un peu irritant quand on l'écoute en version anglaise. C'était peut-être pas le meilleur choix pour jouer Christophe Colomb. Mais quand on l'écoute en version française, on dirait que cet irritant-là est moins... Tu sais, on l'a pas. Mais c'est sûr que... En anglais, c'est difficile. En anglais, ce côté-là est peut-être un peu plus compliqué. Sinon, ben évidemment, je peux pas passer à côté des Indiana Jones. Ouais. Ça, c'est les deux premiers. Les deux premiers. Malheureusement, celui qui est encadré, ben, il est scellé. Fait que je peux plus jamais le regarder, mais je l'ai en DVD. Ouais, c'est ça. Tu l'avais regardes en le DVD.
Mais ça, regardez-moi ça, la qualité c'est ça le Laserdisc qui était le fun. C'était que le format était grand, puis on avait vraiment des belles pochettes. C'était incroyable. Tu sais, on les voit. Ouais. Moi, mon préféré, un de mes films préférés de tous les temps, puis mon préféré des Indiana Jones, c'est Temple of Doom, qui est mon préféré. C'est le premier Indiana Jones que j'ai vu, d'ailleurs. Moi, c'est mon préféré. C'est celui, je trouve que le rythme c'est de l'action du début à la fin. C'est ça, pour l'action. Quand le film est fini, on a l'impression d'être exténué tellement qu'il y avait de l'action dans le film. Oui, puis c'est le film d'Indiana Jones où on a l'impression vraiment de voir Indiana Jones, de voir le héros Indiana Jones. Tu sais, à la fin, quand il arrive, qu'il libère les enfants, il me semble que c'est tellement symbolique, c'est tellement grandiose. Pour moi, l'image d'Indiana Jones, c'est de l'aventurier dans la jungle. Pour moi, tout est là dans le deuxième film. Ah, exactement. Il y a un humour tout le long qui était pas aussi présent dans le premier film. Oui, c'est vrai. Vraiment. Puis Harrison Ford était vraiment dans son prime dans ce temps-là. Hein. Oui, puis il s'est blessé durant le tournage. Écoute, discale, je pense. Il a été absent pendant une partie du tournage, puis ça paraît pas du tout quand on regarde le film. Non. Steven Spielberg avait terminé le film. Oui. Avec la doublure d'Harrison Ford. Oui. Le cascadeur qui le doublait, qui était, j'essaie de me souvenir de son nom. Vic Armstrong. Vic Armstrong. Exact. Quand on regarde la scène finale avec la bagarre, quand il se bat contre le gros Sherpa, pis tout ça, on voit que dalle. On s'aperçoit pas que ça a été patché. C'est impeccable la façon dont ça a été tourné. C'est du grand Spielberg. Y a-tu des trucs un petit peu plus obscurs, des trucs un petit peu plus... En parlant des forces obscures, on a retour vers le Jedi, le côté obscur de la force. Le côté obscur de la force. Ouais. D'ailleurs, j'ai les Star Wars ici. C'est vrai. Une autre trilogie. Ouais. Ça, c'est-tu, la question que je vais te poser, c'est-tu la trilogie telle qu'elle était au début ou c'est la trilogie qui a été retravaillée par George Lucas? Telle qu'elle était au début. Telle qu'elle était au début. Exactement. Hein? Parce que les puristes, dont je fais partie, moi j'haïs bien ça, tous les nouveaux effets spéciaux qu'on a mis. Tout à fait d'accord. Qui fêtent pas pantoute avec le film, qui viennent vraiment casser un peu, je trouve, le look du film. Oui, vraiment. Tu sais, Harrison Ford, au début, dans le duel, dans le premier film, qui finalement, dans la nouvelle version, c'est pas lui qui tire en premier, c'est l'autre. Non, c'est ça. Jabba the Hutt, qui a l'air d'avoir été fait en tout cas, c'est pas vraiment... Mais moi, j'ai une version Laserdisc de Star Wars, le gros coffret qui était sorti. Oui. Un gros coffret noir, je le connais. avec un livre à l'intérieur. Ouais, mais ça, c'est des belles éditions aussi. Ça sauve aussi. On voit les intérieurs. Exact. Les pochettes sont très belles. On va le voir ici aussi. Ah oui. Hey, c'est des méchantes belles pièces de collection. Ah oui, vraiment. OK, Star Wars. Star Wars, un film un film plutôt vieux, mais qui est vraiment... C'est vraiment quelque chose. C'est le Vertigo d'Alfred Hitchcock. Ouais, Vertigo d'Alfred Hitchcock. Écoute, on se trompe pas, là. Moi, j'ai eu la chance de le voir en ressortie au clap quand j'étais à l'université. Ouais. On venait de le remixer. Hein? Voyez-vous, regarde, on voit Alfred Hitchcock. Et il y a un texte à l'intérieur. C'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, à point barre, là. Écoute... je dirais, mes deux films préférés d'Alfred Hitchcock, c'est vraiment Vertigo et Psycho. Psychose. Tu l'as-tu aussi en... Je ne l'ai pas, mais par contre, c'est certain que je vais garder tu vas mettre la main dessus. Oui, éventuellement. Mais à Vertigo, la musique au début, le générique, le film est tellement bon que ça a servi d'inspiration à une tonne de thrillers de ce genre-là. Sinon, un film pas connu, avec Mickey Rourke. Ah oui, moi je connais ça par exemple, Year of the Dragon. L'année du dragon. Ah oui, ça c'est... De Michael Cimino, qui avait sorti, je pense 5 ans auparavant, le plus gros flop de l'histoire. Heaven's Gate. Heaven's Gate, qui avait coûté 40 millions, qui avait récolté 1 million. Ça a mis les studios United Artists pratiquement en faillite, je pense. Ouais. Ça, pour vous dire, c'est... Moi, je considère que c'est peut-être le meilleur rôle de Mickey Rourke dans sa carrière. Ah oui, c'était vraiment ça parle de l'histoire d'un policier qui était dans Chinatown. C'est un policier qui a vécu, qui s'appelait Frank White,
Stanley White. Stanley White. Oui, t'as raison, excuse-moi. Stanley White, puis il avait décidé de faire le ménage, hein, littéralement, dans la criminalité dans Chinatown. Dans Chinatown. Et c'était un policier, tu sais, qui était rough, là, limite raciste aussi. Mais c'est un excellent film. Vraiment, là, si vous voulez voir Mickey Rourke dans ses meilleures années, là, qui était vraiment son top là, dans ce film-là, c'était quelque chose. Oui, absolument. L'année du dragon de Michael Cimino. Yes. Ah, un autre film que j'aime beaucoup qui n'est pas connu. Wind. Wind. Ah, je le connais pas beaucoup celui-là. Non, Parle-moi-en donc un peu. Ça, c'est produit par Francis Ford Coppola. OK. C'est avec Matthew Modine, Jennifer Grey. Puis, Jennifer Grey qui avait joué dans Dirty Dancing. Mm. Puis ils font... là-dedans, ils participent à la comment ils appellent ça? America's Cup. C'est comme la Coupe Stanley pour les meilleurs... c'est une régate, c'est ça? Les meilleurs... Une course de voilier. Course de voilier, ouais. C'est prévisible, mais la photographie est vraiment excellente. Tu dis que c'est produit par Coppola? Produit par Coppola, puis le gars qui l'a réalisé, c'est Carole Ballard qui a réalisé Le Canon Noir. Ouais, qui faisait partie de l'écurie un peu de Coppola. Ouais, c'est ça. Qui était dans ces années-là, là, avec toute la gang des Wonder Boys. S'il y en a qui regardent, qui aiment beaucoup la photographie ou comment les films sont filmés, ce film-là, les scènes en voilier sont spectaculaires. Ouais, un film que je connaissais pas beaucoup. Ouais. Sinon... The War of the Rose, moi j'avais bien aimé ça, ce film-là, avec Michael Douglas, Kathleen Turner. Je trouve que c'est une comédie qui est peut-être un peu méconnue, mais tu sais, qui parle de l'histoire d'un couple là, qui au début sont bien en amour, tout va bien, c'est quasiment un grand film romantique, mais ça devient un film d'horreur parce que c'est là-dedans on voit Danny DeVito qui réalise le film aussi. Puis, on va voir qu'une histoire de couple, ça peut vraiment tourner en histoire d'horreur. Parce qu'ils vont littéralement se faire la guerre à la fin du film. The War of the Roses avec Michael Douglas et Kathleen Turner. Ça, j'avais vraiment aimé ce film. Ah oui, c'est super bon. Ouais. Ah oui, The Untouchables. Es-tu un fan de Brian De Palma? Oui, ben pas tout le temps, mais Scarface, c'est super bon. L'édition, ça, tu peux nous la montrer peut-être? Je pense qu'il s'ouvre aussi dans le milieu. The Untouchables. Untouchables. Il s'ouvre-tu? Oui, il s'ouvre. Ah, good. Ah ouais, regardez-moi ça. Les belles photos du tournage avec De Niro dans le rôle de Al Capone. Ah non, c'était magnifique ça, The Untouchables, qui était basé sur une télésérie de l'époque. Oui, c'est vrai. Avec Robert Stack. Puis De Palma va refaire une autre adaptation d'une télésérie quelques années plus tard avec Mission Impossible. Mission Impossible. Ouais. Je crois avoir ça quelque part. Le premier! Mission Impossible. Ouais, le premier est le meilleur. Oh oui, vraiment le meilleur. Et de loin le meilleur. C'est tellement rempli de scènes mémorables, ce film-là, du début à la fin. Tu sais, de la première scène du film, on voit la présentation des personnages autour d'une table avec la mission. Ouais. Avec toutes les séquences spectaculaires. On voit ici Tom Cruise qui s'évade d'un restaurant qui est en train d'exploser avec les aquariums. La scène où il va voler les informations, qui est il devient comme une espèce d'araignée qui descend dans une... Ouais. C'est le design de ça est tellement bien fait. Ah ouais. Ah, celui-là, il est pas pire. C'est pas un grand film, mais... Le sommet de Dante! Le sommet de Dante. Ouais, Dante Speak. Ça fait partie de Signature Collection de Universal. Ils ont sorti quelques films dans cette édition-là. Puis c'est des éditions vraiment complètes avec des extras, beaucoup d'extras. Fait que ça, on est dans une période du Laserdisc où justement, on commençait à profiter justement des capacités du format. Mm-hmm. Et là, on mettait des extras, on mettait il y a un commentaire audio, entre autres, le trailer, un behind the scenes. Fait que ça ressemble un peu à un DVD. Exactement. Puis il y avait même un livret à l'intérieur avec... Ça, c'est les autres titres dans cette collection-là. Ça vient même avec un autographe de Roger Donaldson, le réalisateur du film. Ouais.
Ah, c'est Des bien. photos, ouais, c'est ça, des photos pendant le tournage. C'est un film de volcan, l'année qu'on Ouais. on a décidé de se lancer à Hollywood dans les films de volcan. Il y a Je eu me souviens, Volcano avec Tommy Lee Jones. Ouais, qui était... Un volcan en plein cœur de en Los plein cœur de Los Angeles. Angeles, ouais. On arrêtait la lave avec des petits... Des blocs de béton. Des blocs de béton. C'était assez mauvais, merci. Ouais. Euh, C'était un gros nanar avec Tommy Lee Jones. ça, tu connais-tu ça, ce film-là? Ah, Falcon oh, ça, and the Snow. c'était pas avec Sean Penn? Oui. Oh, mais ça fait longtemps que j'ai vu ça. Parle-moi-en parce que rafraîchis-moi un peu la mémoire. Ouais, ça, c'est un film sorti en 1985. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est avec Timothy Hutton et Sean Penn. Ils font deux jeunes. Il y en a un qui est censé devenir prêtre, finalement, qui décide de tout laisser tomber. Puis l'autre, c'est un dealer de drogue, qui est Sean Penn. Puis Timothy Hutton, là-dedans, il travaille pour un sous-traitant de la CIA. Puis il décide de vendre des informations aux Russes. OK. Puis justement, sans vous compter le punch, ils se mettent assez riches avec ça. Mais c'est comme mettre le doigt dans l'engrenage. Sans vous spoiler le film, c'est un film d'espionnage, mais vraiment un super de bon film. Ouais, je me rappelle que Sean Penn était là-dedans. Il y a un pinch là-dedans. Ouais. Ouais, je l'ai déjà vu, mais écoute, ça fait tellement longtemps. Je m'en rappelle pas vraiment. Mais Ouais. je l'avais vu. Non, c'est À ça. super écran à l'époque. Oui. Ouais. C'est pas connu. Ça, c'est Ben oui, Field of Dreams. Field of Dreams, qui est probablement C'est un un de mes films les plus personnels. Ouais. Dans le sens, je jouais au baseball avec mon père quand j'étais jeune. Ben, puis, c'est ça, l'histoire du c'est film. exactement l'histoire de ce film-là. Ouais. Puis c'est sûr, ça vient toujours me chercher comme film. Ton père, es-tu encore vivant? Oui, il est encore vivant. Ouais. Oui, oui. T'as la chance encore de l'avoir. Oui, exactement. Ouais. Fait que, écoute, c'est un film qui va toujours être cher à tes yeux à cause de ça. Oui, exactement. Puis ça, celui-là, il est vraiment comme un livre. Ah, wow. Super. Ouais. Ouais, magnifique, ça. Puis ce qui est vraiment cool avec cette édition-là, c'est que ça vient avec une piste isolée de James Horner qui a fait de la musique. Tu peux l'écouter à part. On peut regarder le film en écoutant la trame sonore, ce qui est vraiment super. Hein? T'entends juste la trame sonore. Juste la trame sonore. Ah ouais, puis elle est belle, la trame sonore de ce film. Ah oui. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu ce film-là, là, j'avais le moton anti-péché dans le fond de la gorge à la fin du film. Oui. Ben oui, tu c'est peux pareil. pas ne pas pleurer à la fin de film. Non, c'est ça. C'est tellement beau, la fin du film. Exactement. C'est l'histoire vraiment de l'amour d'un homme pour son père, puis la réconciliation. la aussi. réconciliation, exactement. Vraiment super de bon film. Ouais. Ah, The Rocketeer. Rocketeer, ben oui. Ah, oui. Ça, moi, Rocketeer, écoute, il y a deux Jennifer Connelly, premièrement. Oui, ben oui. Moi, Jennifer Connelly, ça a été un amour de jeunesse. On a grandi, les gens de notre génération. Oui. On a grandi en même temps qu'elle. Ah non, c'est ça, exactement. On l'a vu vieillir à l'écran. Timothy Dalton, à mon avis, qui est un des meilleurs James Bond. Je pourrais pas mieux dire, mais mon James Bond préféré, je pense, c'est License to Kill. Exactement. Ouais. Moi, je le mets dans mes... je pense que je l'ai mis dans toutes les James Bond. Il est 5e ou 6e. Ah oui, c'était... Mais, puis, il y a beaucoup de gens qui nous ostineraient là-dessus, hein, qui ne seraient pas d'accord avec nous. C'est sûr. Mais moi, je trouve que Timothy Dalton, quand on regarde ce que Daniel Craig a fait, il l'a fait avant Daniel Craig, là. James Bond qui était plus mean, plus... Exactement. un peu comme dans les romans. James Bond réaliste. Ouais. C'est pas un playboy, c'est pas un sex symbole, c'est juste un agent secret. Oui, puis qui a des défauts, des émotions, qui laisse aller ses émotions à certains moments. Mais ce film-là, je me souviens, je l'avais vu au cinéma, puis ça m'avait vraiment marqué, puis j'avais... Je comprends pas pourquoi ça a pas marché plus que ça, parce que le film... Ça a tombé dans la même semaine que Terminator 2. I'll be back. Ah, et voilà. Terminator 2, dans ce temps-là, ben, ça rasait absolument tout. Ouais, dont le Rocketeer. Ouais, c'est de valeur c'est parce ça. que c'était un beau petit film de Disney. Ouais. Puis, je me suis toujours posé la question, pourquoi qu'ils se brûlent pas les faux folles Ouais, avec son... C'est vrai, ça. C'est vrai. Ouais. Ah, Runaway. Oui, Runaway avec... Ça, c'est un film de Michael Crichton. Ouais. Runaway. Réalisation de Michael Crichton avec Magnum P.I. Tom Selleck.
Regarde-moi le gun. Mais c'est les pattes de jardinage. Ça fait vraiment ça fait vraiment pas crédible. Le film est... Ben, c'est pas le meilleur film, mais c'est sympathique. Mais c'est divertissant, C'est tabarnouche. divertissant. Puis, lui, Gene Simmons était là-dedans. ouais, hein, Gene de Kiss. Simmons, Il fait le méchant. le gars de Kiss, c'est ça, il fait le méchant là-dedans. Puis comme méchant, il est pas pire. je Ouais, trouve, ouais, Gene Simmons. il est bien. Puis, ben, c'est ça, c'est vraiment un film produit de son époque, là, film Ouais. 1984. Il doit être en laserdisc, il doit être assez dur à trouver. Oui, c'est assez difficile, puis ça a pas bien vieilli comme film. Non! Mais c'est pas grave, c'est bon pareil. ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Oh, ça j'avais bien aimé ça. Capricorn One, ça, si vous connaissez pas ce film-là, c'est intéressant. Parle-nous-en un peu de Capricorn One, l'histoire de ça. Capricorn One, c'est des astronautes, ça fait longtemps que je l'ai vu. Sont supposés aller sur Mars. Mais à la dernière minute, il y a comme une restriction budgétaire. Je pense qu'ils peuvent pas y aller. Ils se font dire par un politicien que la mission est annulée, mais il faut quand même qu'ils fassent à croire au monde qu'ils sont allés sur Mars. Ils vont filmer la mission Ils vont dans des filmer studios. la mission dans des studios. Puis au retour, la capsule brûle dans l'atmosphère. Fait que ce qui arrive, c'est que ils peuvent pas les laisser partir parce qu'aux yeux de la planète, les 3 astronautes sont morts. Mais les astronautes décident d'essayer de s'échapper. Oui, ça va devenir un thriller, une genre de chasse à l'homme pour rattraper les supposés astronautes qui sont allés sur Mars. C'est un film qui était vraiment captivant, ça, que moi j'avais beaucoup aimé. Ouais, moi j'avais aimé Le ça. Le réalisateur de ça, c'était... lui, je pense, Peter Hyams. Ah, Peter Hyams, Il avait fait 2010, la suite à 2001. Ouais, 2010, ouais. Que j'avais trouvé correct. C'était très bien comme suite. Oui. Puis d'autres films après, je pense Sudden Death, c'est lui qui avait fait ça. Ouais, Sudden Death qui était un bon rip-off de Die Hard. Là. Ouais. Ah oui, The Bounty. Oui, film avec Mel Gibson. Ça, c'est la version avec Mel Gibson. Exactement. La version avec Mel Gibson. Anthony Hopkins. C'est vraiment, j'ai découvert ce film-là vraiment plus tard, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment un super de bon film. Vraiment bien acté, la musique de Vangelis est incroyable, la photographie. Je me souvenais plus que c'était Vangelis qui avait fait la musique. Oui. Puis c'est ça, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais j'ai vraiment trouvé que c'est le genre de film que les gens connaissent pas, mais que on gagne à le voir. Bon, on parle là, on est dans les débuts de la carrière de Mel Gibson. En tout cas, c'est pas les débuts, mais... C'est avant L'Arme Fatale. Ouais, c'est ça. Ouais. Entre Mad Max et L'Arme Fatale. Exact. Puis sa popularité commençait vraiment à monter au cinéma. Puis c'est un remake, il faut le dire. Il y a eu 2 autres adaptations de ça au cinéma avant. Mais un excellent remake. Ouais. Avec des bons comédiens. Super bon. Mel Gibson puis Anthony Hopkins, on peut pas demander même mieux. Non, c'est difficile. T'as-tu aimé les films? L'Arme Fatale, j'imagine que tu dois les avoir. Oui, j'ai adoré L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, c'est les gens de notre génération ont tous capoté là-dessus, ben raide. Oh, ça, c'est pas L'Arme Fatale. Ça, c'est tellement mauvais comme film. J'ai trouvé ça dans une vente de garage, je pense. Tu l'as acheté pis t'as dit... Je me suis dit, je pense qu'ils vendaient ça 2-3 piastres. Listen to me, je le connais même pas. C'est un film de débat. Ils débattent sur l'avortement. C'est avec Roy Scheider. Et Jamie Gertz. Ouais. Est-ce que tu savais que Jamie Gertz, étais-tu au courant que c'était l'actrice de tous les acteurs et actrices à Hollywood? C'est celle la plus fortunée aujourd'hui. Ah ouais, elle a pas eu un train de vie de fou? Ou... Elle a connu un producteur, je pense, et elle-même, elle a investi son argent dans des compagnies, elle est devenue productrice, elle a investi son argent, elle est devenue multimilliardaire. Ah ouais? Dans la liste de tous les comédiens, là, dans des fortunes américaines, Jamie Gertz, c'est la plus fortunée de toutes les actrices et acteurs d'Hollywood. Ouais, c'est elle qui a la plus grosse fortune. On penserait pas ça aujourd'hui. Non, jamais de la vie. Léviathan. Oui. Avec Peter Weller. Okay. Ouais, j'ai toujours bien aimé cet acteur-là. C'est pas un acteur de premier plan comme Tom Cruise ou Harrison Ford, mais j'ai toujours trouvé que... Mais Léviathan, c'était bien. C'était un film... Copie d'Alien un peu. Ouais, qui est sorti un peu dans la même période que The Abyss. Il y avait Deep Star 6 qui était sorti dans cette période-là aussi. Mais c'était bien. Écoute, c'est un film d'horreur qui se passe sous l'eau.
Réalisé par George Penn Cosmatos, qui avait réalisé Oui, oui, Rambo c'est ça. 2, Cobra. Ah ben Rambo, je peux pas On peut pas passer à côté Rambo de sous Rambo, là. silence. Non, c'est ça. Rambo, où est-ce qu'il était? Ah, je pense qu'il doit être ici, ouais. Non, mais à l'époque des années 80. T'as pas mieux que ça, là. Ben non, c'est ça. Moi, mon préféré de la série, évidemment, c'est le deuxième. Ah, le 2. Le 2, je l'adore. Le 2, où Rambo retourne gagner la guerre du Vietnam à lui tout à lui seul. tout seul. Et là, dans le 3, il s'en va en Afghanistan. Écoute, combattre aux côtés du courageux peuple afghan. Ils le disent à la fin. Ouais, Ce film est dédié au courageux peuple afghan. Mais c'est épouvantable comment, à l'époque, il pouvait faire n'importe quoi. Montre-moi le nom, Rambo 2. Ouais. Ça, c'est la version widescreen. Ouais. Ah non, moi, j'avais adoré Rambo 2. Faut dire que c'est peut-être le facteur nostalgique aussi qui fait que c'est mon préféré. Ouais, c'est Mais c'est ça. une série que j'aime beaucoup. Même le 4, j'avais trouvé bon. Tu sais, quand tu s'en vas en Birmanie, là, Extrêmement violent. c'était violent en salle. Là. En tout cas, mais j'ai aimé, grosso modo, pas mal toute la série. As-tu le premier aussi? Malheureusement, First j'ai Blood? pas le premier. Non, c'est... Va falloir qu'on te trouve ça va dans falloir que les je le jeux trouve disques. à un moment donné, ouais. M'a fouillé, si je le trouve à quelque part, je te l'achète. C'est bon. Il manque à ta collection. Ouais, je dirais la liste de Schindler. Oui. Steven Spielberg, j'imagine que ça s'ouvre. Hein. Ouais, On peut voir l'intérieur. je dirais que c'est probablement... ben, je suis pas un cinéphile, mais je pense que c'est son meilleur film. En tout cas, certainement son film le plus important. C'est un film pour lequel il n'avait pas accepté de salaire, Spielberg. Il avait redonné son salaire à, je pense, l'organisme en tout cas, un organisme pour les survivants de la Shoah, là. Parce qu'il avait dit, Steven Spielberg, je peux pas accepter comment il avait dit ça? Blood money. Blood money. Ouais. Mais écoute, c'est le film pour lequel il a gagné son Oscar. Il en a gagné un aussi pour Saving Private Ryan. Ouais. Mais oui, écoute, on peut dire que c'était une grosse année pour Spielberg parce que Ouais. la même année, il avait fait Jurassic Park. Oui, Jurassic Park. Le premier exactement. Jurassic Park, qui, à mon avis, fait partie aussi de ses meilleurs films. Oui. Puis Schindler's List, qui était sorti 6 mois plus tard. Oui, non, c'est ça. On C'était peut dire probablement une de ses plus grosses années. Ben, ces trois-là, disons. la trilogie Die Hard en Laserdisc. Parce que, on peut le dire, hein, il y en a eu d'autres Die Hard, mais écoute, ça vaut-tu la peine d'en parler? Non, ça vaut pas vraiment la Ça peine. vaut pas la peine, hein, c'est ces trois-là qui sont... Yippee-ki-yay, motherfucker! Non, ça c'est l'original. Écoute, de John McTiernan, qui nous a tous scotché à notre écran quand on a vu ça la première fois. Écoute, c'était un des meilleurs films d'action. C'est encore aujourd'hui un des meilleurs films d'action de tous les temps, à mon avis. Ah oui. Qui était un mélange un peu de la Tour Infernale, le film avec Steve McQueen puis Paul Newman, mais en même temps qui est un mélange entre la Tour Infernale puis un peu le drame policier à la Lethal Weapon. Le 2, j'ai de la misère à dire lequel est mon préféré entre les deux, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le 2. Le 2 est très bon aussi. Je dirais le premier est peut-être une coche au-dessus parce que je dirais qu'il est un peu mieux réalisé. Le premier a l'avantage de nous introduire le personnage. Mm-hmm. Mais le 2 est solide, c'est une très bonne suite. Là. On voit ici... Non, c'était vraiment excellent. Le deuxième, il y avait des très bonnes scènes d'action. Ça se passe à Noël aussi. Ouais, exact. Pauvre policier qui est toujours passé. Il est vraiment pas chanceux. Puis le troisième, moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai même fait une vidéo spéciale sur le troisième film sur ma chaîne YouTube. Parce que le troisième film a été considéré pendant un bout de temps comme un scénario qu'on voulait prendre pour tourner un film de la série des Lethal Weapon. Ça paraît parce que, écoute, c'est un body movie. Oui, hein? oui, c'est ça, exact. Ça se passe il est très différent des autres parce que ça se passe dans New York. C'est un film qui est en extérieur. Là, on a les Lethal Weapon ici, les deux meilleurs Lethal Weapon, les deux premiers. Mais j'ai le 3 aussi, mais il est dans la pile qu'on a sorti. Ouais, mais le 3 est moins bon que les deux premiers. Le 3 est moins bon. Les deux premiers, là, c'est vraiment, on peut dire quasiment égal. Le premier, moi, j'ai vraiment... Le premier, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce qu'on retrouve le personnage de Mel Gibson c'est un personnage étonnant, c'est un policier suicidaire qui est pris avec toutes sortes de problèmes.
Puis c'est très crédible, hein, le premier film, là. Ouais. La relation Absolument. entre les deux policiers. Les scènes d'action qui sont époustouflantes. Là. Moi, la poursuite sur Hollywood Boulevard. Quand je suis allé à Los Angeles, moi, j'étais avec un de mes copains. Hein, on est allé à Los Angeles, là, puis on a scruté toutes les places où ils ont tourné Lethal Weapon. Ah ouais, On est allé notamment sur Hollywood Boulevard où il y a la poursuite à la fin, là, quand ils sortent de la discothèque, là. On est allé devant l'immeuble où ils ont tourné ça. Écoute, on a pris des photos, on capotait, là. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Oh, peut-être mon film, mon film. Si j'avais à choisir peut-être un de mes films préférés, Ouais. j'irais avec Blade Runner. Moi, j'ai Blade cette Runner. édition-là en Laserdisc, je l'ai, celle-là. Ouais. Ouais. Justement, on parlait de Criterion, c'en est un, ça, Criterion. Ouais, c'est un Criterion. Puis l'autre version, c'est le Director's Cut. Director's Cut, exact. Parce qu'à ce temps, quand vous achetez les derniers Blu-ray, vous avez toutes les versions dessus. Mais dans le temps, on pouvait pas les avoir toutes sur le même. Là. C'est ça, exact. Mais si je me souviens, cette version-là contient la narration. Ouais, exact. Puis cette version-là enlève la narration. Ouais. Ça fait quand même une bonne différence, mais c'est sûr que cette version-là est meilleure, mais j'haïs pas la narration. T'es attaché à la vieille. J'haïs pas ça parce que c'est la première fois que j'ai vu le film, c'est avec la narration, je pense. Ouais, puis on reste quand même attaché à ça. Ouais, c'est ça, exact. Arachnophobie! Ouais, arachnophobie. Premier film de Frank Marshall, qui était le bras droit de Steven Spielberg à l'époque, puis qui est vraiment... C'est un bon petit film, c'est comme une comédie horreur. J'avais vu ça quand j'avais 8 ou 9 ans, j'avais bien aimé ça. C'est un bon petit... T'as-tu peur des araignées? Non, j'ai jamais eu peur des araignées. J'ai peur des serpents, mais jamais pas des araignées. T'es comme Indiana Jones, t'as peur des serpents? Exactement. Parle-nous un peu de ça, Close Encounters of the Third Kind, qui est écoute, c'est du Spielberg à son meilleur dans ses débuts, mais c'est un des films que Spielberg, il était jamais content, fait qu'il a retourné des scènes. Ah oui. C'est ça, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai pas capoté dessus tant que ça. C'est drôle, mais plus je le revoyais, plus je me suis comme... comment je pourrais dire? Je trouvais toujours des nouveaux détails. Ouais. Puis maintenant, ça fait partie c'est sûrement un des meilleurs films de Spielberg. Ben, la façon dont le message est transmis au personnage principal dans le film, c'est du grand cinéma. Ah oui, absolument. Tu sais, puis la cinématographie du film, les effets spéciaux, écoute, je pense que c'est Douglas Turnbull qui a fait les effets spéciaux. Qui a fait Blade Runner aussi. Qui a fait Blade Runner aussi. Ouais. Le vaisseau à la fin du film, c'est impressionnant. Oui. Non, c'est sûr que le film a pas loin de 50 ans, 48 ans, je pense, sorti mais c'est encore bon, hein, c'est encore... Puis le brio à la fin du film d'avoir établi un peu la communication avec la musique. Tu sais, c'est la musique de John Williams, en le fond. Oui, exactement. Encore un thème qu'on peut pas s'enlever de la tête. Non, exactement. John Williams, quand il va partir, ça va être une grosse perte pour le cinéma parce que, écoute, il a tellement écrit des trames sonores. C'est comme la musique de film. À l'époque, on entendait les notes, on savait tout de suite c'était relié à quel film. Aujourd'hui, à part quelques exceptions. C'est vraiment difficile. Il n'y a pas eu beaucoup de compositeurs qui ont réussi à mettre leur empreinte, comme John Williams l'a fait sur tellement de films, sur Superman, L'as-tu le premier Superman? Non, j'ai pas je les ai en Blu-ray, j'ai le coffret. Ouais. Mais en Laserdisc, non, je l'ai pas, malheureusement. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait voir de bon au travers de ça? Écoute, Clockwork Orange de Stanley Kubrick, encore un classique. Cliffhanger avec Stallone, je me souviens d'avoir eu du fun au cinéma. C'est le même réalisateur que Die Hard 2. Qui avait fait ça avec Stallone. Il y a un remake cette année qui s'en vient au cinéma. Évidemment, Christmas Vacation, un des meilleurs films de Noël avec Chevy Chase, qui fait partie de la série de la famille Griswold. Ça, je pense que... Serais-tu d'accord avec moi que c'est un film qui est sous-estimé de Brian De Palma? Ah oui, je trouve que ça fait partie vraiment de ces très, très bons films. Exactement, oui, c'est vraiment super bon. C'est un des meilleurs films sur le Vietnam, je trouve qu'il y a eu. Ouais. Un des plus forts, surtout. Qui est représenté à travers le conflit de deux personnages. Ouais. Parce qu'il y a un viol dans le film. C'est très difficile à regarder comme film. Ouais. C'est le genre de film que
je vais être 10 ans sans le regarder tellement que c'est... Mais c'est très prenant, hein, puis la trame sonore d'Ennio Morricone, elle vient nous chercher là-dedans, dans ce film-là. Puis Michael J. Fox, qui sortait un peu de sa zone de confort. Moi, j'ai trouvé très bon Michael J. Fox. D'ailleurs, c'est un de mes acteurs préférés. Oui, je trouve qu'il est bon. Il est très crédible dans le rôle. Puis Sean Penn, tantôt tu nous parlais de Falcon and the Snowman. Mais ça, c'est une des belles performances de Sean Penn. Ah oui, absolument. C'est un film qui je trouve, trop méconnu de Palma, qui devrait figurer davantage dans le palmarès de ses meilleurs films. On l'oublie souvent. Oui, c'est vrai. Exact. Ça, oui. Batman, l'original de Tim Burton. Tim Burton, exact. Je me souviens très bien de l'année où c'est sorti. Écoute, ça a été l'année en 89 où il y a eu Indiana Jones and the Last Crusade. Il y avait plein de gros films au cinéma qui sortaient. Puis ça a été le film qui a pulvérisé tout le box-office l'année où c'est sorti. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé la vision de Tim Burton. Je trouve que mon gros regret quand j'ai vu le dernier film de Flash, où on voyait revenir Michael Keaton, j'aurais aimé davantage voir Michael Keaton revenir en Batman, mais dans une troisième collaboration avec Tim Burton. C'est dommage que ça n'ait pas eu lieu. Ben, pour moi, Michael Keaton, c'est le meilleur Batman. Et Michael Keaton serait d'accord avec toi, parce que selon Michael Keaton, le meilleur Batman, c'est lui. Ah oui. I'm Batman. On a un autre Paul Verhoeven, Basic Instinct, qui m'avait marqué à l'époque quand j'avais vu le film. Écoute, avec le meurtre au pic à glace au début. Est-ce que le Blu-ray, est-ce qu'on voit toute la scène comme il faut au début? On voit tout le gore? Le Laserdisc? Ouais, sur le Laserdisc. Non, il y avait une version qui était un peu censurée. Oui. J'ai vu la version non censurée. Je pense que c'est la version censurée sur le Laserdisc. Bad Influence, film qui est pas très connu avec Rob Lowe puis James Spader, mais je me souviens que je pense que c'était réalisé par Curtis Hanson, C'était un bon petit thriller, ça. Ouais. C'était bien. Ça. Ouais. Je vois que t'es un fan de Stallone, hein. Moi aussi, j'allais Assassin. Je l'ai pas. Assassin, c'était bien. Écoute, de Richard Donner, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Pour être honnête, j'ai pas aimé ça tant que ça. T'as pas trippé? Non. The Arrival avec Charlie Sheen. C'était pas pire, comme ça. Oui, c'était bon. Film d'extraterrestre. Ah, ça, c'est bon, c'est un petit film d'horreur, April's Fool's Day. Ça, les films d'horreur, c'est populaire, que ce soit dans n'importe quel format. En DVD, en VHS, en Blu-ray. Ça, c'en était un bon, April's Fool's Day, c'est très populaire. Apocalypse Now, l'original de Coppola. Ben oui, j'avais acheté ça d'un vieux monsieur, puis de sa collection personnelle. Puis il collectionnait les articles de journaux, puis il avait mis un article de journal de l'époque. Oh, wow! Puis je trouvais ça vraiment bien, j'ai décidé de le garder. Sur la ressortie du film Apocalypse Now. Puis la plus belle version du film, ça restera toujours l'original, celle qu'on voit ici, là. Parce qu'il y a eu des remontages du film, mais pour moi, ça va toujours rester l'original qui est la meilleure version à voir. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce film-là, il n'y a pas si longtemps. Film que j'ai toujours beaucoup aimé. Je trouve que ça a lancé une genre de vague de films érotiques, mais c'était très bien tourné, c'était bien fait. Ah, ben ça, je sais pas si tu connais ça, ce film-là. Oui, Grand Canyon de Lawrence Kasdan. Avec Steve Martin dans un rôle où on n'est pas habitué de le voir. Il fait un réalisateur de films là-dedans. Ouais, il fait des films ultra violents. Ouais. Mais à un moment donné, il y a un il se remet en question parce qu'il va être victime d'un acte violent. C'est vraiment un film axé sur les relations entre les personnages. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé. Oui, c'était bien ça. Oui. Ouais. J'avais aimé justement voir Steve Martin justement dans un rôle un peu différent. Ça nous montrait qu'il était capable de faire... Tous les acteurs comiques, un jour ou l'autre, veulent nous montrer qu'ils sont capables de faire d'autres choses que de la comédie. Ah oui, c'est ça, absolument. Mais c'est intéressant parce que là-dedans, c'est ça, il fait un réalisateur qui tourne des films violents, puis qui s'en fout un peu. Il se dit, bon, la violence, ça n'a pas tellement d'importance. Jusqu'au jour où il se fait tirer une balle. Il va recevoir une balle, puis là, il se remet en question. En tant c'était très bon. Oh, belle édition de Creepshow de George Romero, qui est un film à sketch. Ouais.
Mais ah oui, écoute, ça c'est un grand classique des années 80. Moi, j'avais à l'école, au primaire, on avait un vidéoclub à l'école dont j'étais, tu sais, on m'avait mandaté, je pense que j'étais en 3e année du primaire, on m'avait mandaté de louer un film par semaine au club vidéo. Une semaine, j'étais arrivé à l'école avec Creepshow. Ah ouais. J'avais fait écouter ça à la classe. Il y avait des élèves qui Mais étaient traumatisés. c'est pratiquement oui, c'est horreur, mais c'est pratiquement une comédie aussi, tellement Ouais, que... ouais. Legend. Film, Là, on est vraiment dans les débuts de Tom Cruise, dans les premières années, en 85 ou 86, là, Ouais, exact. un peu avant Top Gun. On voit ici qu'il Il a l'air d'une petite fille, Tom Cruise. Mais Tom Cruise, dans ce film-là, il fit pas du tout dans le rôle. Je veux pas Non. être plate, là, mais il fit vraiment pas. Puis c'est ça, il est encore... J'ai jamais ouvert, lui. Il est encore... Mais ce qui nous marque dans ce film-là, c'est le méchant, qui est joué par Tim Curry, Oui. qui fait un genre de... qui fait le diable un peu, le démon. Là. Le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres. Ouais. Le design du personnage, on le voit sur la couverture un peu, là, un peu dans l'ombre, là. Mais vraiment, là, visuellement, ce film-là, c'est un festin. Là. Ah, absolument. Tu sais, le film a des lacunes, c'est pas parfait, mais c'est comme toutes les œuvres de Ridley Scott, qui est un très, très grand, il est très fort au niveau visuel. Ah oui. Legend fait pas... fait pas exception. fait pas exception à la règle. Là. Avec la musique de Tangerine Dream. Ah, puis il y a une licorne. Il y a une licorne dans le film. Ouais. Mais c'est vrai que t'as raison, Tom Cruise... il marche pas non, dans c'est ça, il est bon dans tous ses films, mais dans ce film-là, ça... Il était très mal casté. Pas bien. Ça sort-tu d'ordinaire? Ah oui? Et ça, c'est un film, je pense, réalisé par Kevin Reynolds. Kevin Reynolds, exactement. Ouais. C'est le film sur les statues de l'île de Pâques. Les statues de l'île de Pâques, c'est un film qui a été détruit par la critique quand c'est sorti. C'est vrai que c'est pas un... Pour quelle raison tu penses que ça a été détruit par la critique? Bonne question. Toi, tu l'as aimé? Moi, j'ai trouvé que c'était correct. L'histoire est assez ordinaire, mais les plans de vue sur l'île de Pâques, la course, ils font une course à un moment donné pour savoir qui va avoir le droit de se marier avec la fille, je pense. Ouais. Mais ça, c'était très bien. Mais l'histoire, en gros, est assez ordinaire. mais visuellement, c'est super beau. Écoute, il y en a qui pensent que les statues de l'île de Pâques, c'est les extraterrestres qui les ont mis là. C'est comme les pyramides. Ah oui, c'est ça. Les pyramides, les statues de l'île de Pâques. C'est toutes les extraterrestres. Ah, ça, c'est peut-être mon côté plus sensible. Ah, Titanic. Titanic. Oui, avec Leonardo. Ouais, ben c'est ça, Bon, OK, on a beaucoup parlé de l'histoire d'amour. Mais pourquoi les gens, à cette heure, s'amusent à bâcher Titanic? Ben, je sais pas, mais moi, je trouve que d'un point de vue historique, c'est vraiment super intéressant comme film. Ben, c'est bien fait. C'est bien pensé parce qu'en même temps, il a fait une histoire où il nous montre comment ça se passait entre les riches, les pauvres, comment ils étaient traités sur... tu sais, il a parlé de cette histoire-là en faisant une histoire d'amour entre deux personnes qui viennent de milieux sociaux différents. Mm-hmm. Puis ça raconte tout ça raconté à travers la tragédie du Titanic. Exact. Il y a eu des bons films sur le Titanic. Il y a eu A Night to Remember aussi. Oui, que j'ai jamais vu, mais que je connais. Hein, mais je l'ai jamais vu. Mais non, Titanic, écoute, ça avait été un gros succès, couronné par de nombreux Oscars. Et pour des raisons X, il y a des gens qui probablement qui en veulent encore à James Cameron pour avoir fait d'autres choses que Aliens ou Terminator. Ou, Ben, c'est ça. Moi, je trouve que Avatar, visuellement, c'est super beau, mais je trouve qu'il manque quelque chose. J'ai jamais capoté sur Avatar. Moi non plus. Ben, quand le film est sorti, c'était nouveau, tu sais. Oui, ça m'a impressionné, mais... Il danse avec les loups dans l'espace. Exactement. C'est le même scénario. C'est pas... c'est pas très original. En général, dans le genre de film que tu tripes, là, c'est-tu plus action, science-fiction? Ça semble... J'aime tout. J'aime autant les drames que les films d'action, que les films de science-fiction. Pour moi, quand un film est bien développé, bien fait, bien rythmé, c'est vraiment tout ce qui compte. Je dirais que je suis un petit peu moins film d'animation, par contre. Mais pour ce qui est du reste, ou peut-être film de filles. Les chick flicks. Ouais, les chick flicks. Quoi qu'il y en a, comme j'ai When Harry Met Sally, que j'ai bien aimé. Des films de même. Là. T'as-tu le Laserdisc parlant de James Cameron du premier Terminator? Oui. Ben oui, je l'ai. Moi, j'aime tellement l'affiche du premier Terminator
Arnold, tu sais, avec l'air des... Ah oui, ça, là, on jase, là. Ça, c'est vraiment un vrai retour en arrière dans les années 80. Je me souviens tellement que j'ai été marqué par cette affiche de film-là. Schwarzenegger, écoute, ça a été son rôle, son premier rôle, dans le fond, où il était pas tout nu, là, en bedaine, où il jouait un méchant au cinéma. Ça a été le rôle vraiment qui l'a propulsé au rang des plus grosses vedettes. Hein. Ça, on voit tout de suite que c'était dans les premiers films en Laserdisc. C'est sorti, le film est sorti en 85 en Laserdisc. Ouais. Puis c'était en plein écran à l'époque. Puis il n'y a même pas le son digital dessus. C'est seulement le son stéréo, je pense. Fait que là, c'est vraiment quand tu dirais dans ta collection, là, Ah, on parle des plus vieux. Ouais, c'est dans les plus vieux. Il est vraiment bien conservé. Oui, hein, quand la même. pochette est encore impeccable. Quand même, oui. C'est vraiment une belle pièce de collection, ça. Yes. Ah, j'adore. Ah, oui. Twister! Twister, un film que j'avais vu à l'époque au cinéma qui m'avait renversé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est un des premiers films que j'ai vraiment vu le potentiel des effets visuels. Ouais. Plus que Jurassic Park encore. Ça m'a vraiment... Ah oui? Oui, ça m'a vraiment impressionné. C'est sûr que le film a vieilli un peu, mais il reste quand même pas mal meilleur que le remake qui est sorti l'année passée. Tu l'as vu le remake et t'as pas Non, trippé? j'ai pas aimé ça. Je trouve qu'il manquait Bill Paxton, là, qui était super bon. Ah, Bill Paxton. Puis, y a-tu quelqu'un qui aimait pas Bill Paxton? Je pense qu'il fait l'unanimité, tout le monde l'aimait. Ellen Hunt qui était là-dedans. Ouais. Puis Yann DeBond, ou Jeanne DeBond, qui a fait le... Ouais, Yann DeBond qui avait réalisé Speed aussi, qui est un des meilleurs films d'action de ces années-là. Super bon. Il a fait 2 super bons films, puis après ça, on dirait que son aura a décliné un peu. Oui, c'est ça. Mais Yann DeBond, qui était, dans sa carrière, qui était un super bon directeur photo. Oui, c'était justement... c'est lui, je pense, qui a fait la direction photo de Die Hard. Die Hard, Basic Instinct. Basic Instinct. C'était comme un... protégé de Paul Verhoeven aussi. Oui, il a travaillé plusieurs fois avec Verhoeven. Deux Hollandais, Néerlandais. Ouais. Puis ils ont fait beaucoup de films aux Pays-Bas, ensemble, ouais. avant de s'exiler aux États-Unis. Mais c'est deux talents extraordinaires. C'est de valeur que Yann DeBond n'ait pas continué sur sa lancée des débuts. Là, parce que, écoute, il a fait Speed 2, qui était comme... il y avait 2 fois le budget, puis 3 fois le budget du premier, puis c'était épouvantable. C'était une grosse patraque. C'était vraiment épouvantable. T'sais, on se dit, c'est pas nécessairement plus d'argent équivaut pas à un meilleur film. Non, c'est ça. Ouais. Ici, on voit quelques-uns de tes Blu-ray. On voit People Under the Stairs de Pulse. C'est des films d'horreur. Gross Anatomy. J'ai des bons souvenirs de ce film-là, moi. Il y a un peu de tout là-dedans. Ouais, Gross Anatomy, j'avais beaucoup aimé ça. Moi, je l'avais enregistré sur une cassette. Je l'ai écouté tellement de fois. Petite comédie, bien le fun. Black Rain, t'as, je pense... J'ai-tu bien vu ou t'as le Laserdisc? Je l'ai en Laserdisc. Ouais. DOA avec License to Drive, c'était-tu le fun un peu, ce film-là? C'était vraiment bon. Vraiment une de mes comédies de jeunesse, ça, License to Drive. Return of the Living Dead, évidemment, ça c'est excellent. Oh, ça, je suis un peu gêné d'avoir ça, par contre. Side Out, moi je l'ai en VHS. Je l'ai en VHS, moi. Fait que t'as pas besoin d'être gêné, t'es pas tout seul. Tu dirais-tu que ça a fait le tour pas mal? Oui, ça a pas mal fait le tour. Dans tes coups de cœur en Laserdisc? Oui, mais c'est ça, il y en a sûrement encore d'autres. Mais on va les voir, on les a vus un peu au travers de la vidéo. Alors, Hugo, merci d'avoir pris le temps de nous montrer ta collection de Laserdisc et de nous avoir partagé ta passion. Juste pour finir, tu peux-tu nous montrer tes lecteurs Laserdisc? On va finir avec ça. OK, t'en as 2 ici. On les voit bien. Ouais. Celui d'en bas qui a l'air assez massif, qui est un lecteur Pioneer. Les deux, c'est des Pioneer. C'est quoi la différence entre les deux? C'est ça, il y en a un qui, celui-là en bas, il est plus récent, il va lire les DVD. OK. Et il va lire les Laserdiscs. OK. Celui-là en haut, il va seulement lire les Laserdiscs. OK. Les deux sont très bien fonctionnels? Oui, très bien fonctionnels. Puis ça lie aussi des CD de musique, si jamais il y en a une collection. Oui. Ah, cool. Fait que, écoute, c'est important d'en avoir plusieurs parce qu'on se dit quand on a une grosse collection, on va être sûr d'être capable de lire nos films, puis que ça ne nous lâchera pas. J'imagine que tu en as eu plusieurs des lecteurs au cours de... Oui, j'en ai eu 2, je pense. Un que j'avais acheté sur eBay, 50$.
Ben, ça valait pas. Il a pas toffé longtemps. Il a pas toffé longtemps, c'était la cochonnerie. L'autre, il a marché un certain temps, mais il a arrêté de marcher le tray, comment on appelle ça? Ouais. Il pouvait plus sortir. Il était plus capable de sortir les disques. Ah. Fallait que j'enlève le capot, je dévisse, puis je sorte le disque manuellement. Fait que ça, c'est ça. Ah, mais cool. Écoute, merci beaucoup, Hugo, nous avoir fait le tour de connaître ta collection des jeux disques. Ça fait plaisir. Et puis, mes chers amis, si ça vous intéresse ce format-là, allez voir surtout sur eBay parce que vous ne trouverez pas ça bien souvent à la brocante du coin. On n'en voit pas bien les jeux disques. Non, c'est format de plus en plus rare. Exact. Merci, Hugo. Ça me fait super plaisir.